notamment celle de celui qui se prétend intellectuel. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un intellectuel? Alors, l'intellectuel ne saurait pas se définir par opposition à l'analphabète, celui qui n'a pas fait les mots, c'est-à-dire celui qui n'a pas fait ses humanités dans un langage beaucoup plus connu. Le commun des Sénégalais suppose que dès qu'on sait lire et écrire, on est intellectuel. Là, c'est une erreur asymptomatique, disons d'un complexe qui ne dit pas du tout son nom. Les érudits du Coran, les arabophobes, ceux qui utilisent à merveille, à l'oral comme à l'écrit, les langues nationales, doivent faire partie du taux d'alphabétisation, donc sont aussi des intellectuels. Alors, l'intellectuel n'est pas forcément un universitaire par des diplômes, qui a acquis une somme de connaissances livresques. L'intellectualisme est une capacité de percevoir les choses et les êtres, de comprendre son environnement immédiat et surtout un comportement assaisi face aux problèmes qui se posent à l'homme. L'intellectuel est celui qui interroge sans répit son monde et apporte des réponses auxquelles il aboutit après une longue période d'observation, d'analyse et de réflexion. Il faut que de plus en plus, les intellectuels marquent leur ancrage dans la communauté et jouent ainsi leur partition dans l'édification d'une société juste et équitable en allant à la redécouverte du pays profond pour s'imprégner des vrais problèmes de population. C'est là où se trouve le rôle d'un véritable intellectuel. Alors, comprenant que l'intellectuel, dont le Sénégal a besoin aujourd'hui, n'est point celui qui sert de faire valoir un pouvoir en place, mais celui dont les idées pèsent d'un poids certain dans l'orientation des décisions qui détermineront le futur de notre nation, Cheikh Anta Diop jette les prémices de son engagement politique. Et ce, en concevant que l'homme politique doit incarner les valeurs morales et intellectuelles d'indépendance, d'impartialité et de compétences incontestables qui fondent sa légitimité et sa crédibilité. Mais aussi, selon Cheikh Anta Diop, l'homme politique, c'est celui qui doit connaître l'importance qui s'attache, disons, à l'acte de diriger, renvoyant directement à la conscience, disons, du politicien, à ce qui fait à la fois sa force et sa faiblesse, et donc toute sa part d'humanité. C'est là où Cheikh Anta Diop conçoit l'humanité. Ainsi, Cheikh Anta Diop deviendra cet homme politique qui cherche à s'évertuer, à inventer des voies et moyens susceptibles d'améliorer les biens et les services de l'État qui lui sont confiés, pour parler ici dans le langage de Blackson. Alors, c'est d'ailleurs dans ce paradigme d'idées que dès 1947, Cheikh Anta Diop s'est engagé politiquement en faveur de l'indépendance des pays africains et de la constitution d'un État fédéral en Afrique. Jusqu'à 1950, il lutte pour l'indépendance de l'Afrique et du Sénégal et contribue à la politisation de nombreux intellectuels noirs en France. Entre 1950 et 1953, il est secrétaire général désigné du Rassemblement démocratique africain, RDA, et dénonce très tôt, à travers un article paru dans La Voix de l'Afrique noire, l'Union française, qui, quel que soit sous l'angle ou le langage, disons appareil, comme défavorable par rapport aux avantages et intérêts des Africains. Suivant la lutte, il publie en 1960 ce qui va devenir sa plateforme politique. Les fondements économiques et culturels d'un futur État fédéral. De ce fait, Cheikh Anta Diop devient alors le principal instigateur de la démocratisation du débat politique au Sénégal, où il animera, disons, l'opposition constitutionnelle et institutionnelle au régime de Léopold Sédar Senghor à travers la création de partis politiques. Le FNS en 1961, c'est le parti politique le premier que Cheikh Anta a créé en 1961. Le RND en 1976. Mais aussi, Cheikh Anta a créé un journal d'opposition renommé Taxaw et un syndicat d'opposition et de paysans. Alors, la confrontation de Cheikh Anta Diop dans ce pays avec le centre de la négritude serait l'un des épisodes intellectuels et politiques les plus marquants de l'histoire, alors contemporaine de l'Afrique noire. Mais malheureusement, mes chers, il est déplorable, tout comme regrettable, de constater qu'au Sénégal, l'intellectuel libre de pensée et d'action, alors ayant des initiatives novatrices et constructives qui, selon les mots de Sartre, refusent d'être le but d'un moyen qui n'est pas le sien. Alors, parce que, manifestant son rejet, le rejet de ce qu'il ne choisit pas pour parler comme un régime,
est absent dans les instances de décision, là où s'exerce le pouvoir. La place qui doit être la sienne, disons dans la cité, est occupée par le politicien. Le politicien professionnel dont nous parle Ousmane Blondin Diop dans son ouvrage intitulé Les héritiers de l'indépendance. Alors, ce politicien, qui est d'ailleurs l'être le plus d'office de l'ère post-coloniale, il est temps, mes camarades, chers frères et sœurs, que l'intellectuel s'engage, comme l'avait fait Cheikh Anta Diop à un moment donné, le moment décisif de sa vie, de son existence. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Nos conseils inéluctables de la politique est l'ensemble des pensées qui concourent à une meilleure organisation de la société. Ainsi comprise, elle devrait intéresser tout habitant de la cité, tout citoyen, tout actionnaire de l'entreprise commune et la nation, et pour laquelle nous devons nous engager de façon désintéressée. Cependant, force est de constater que la politique est dévêtue de son sens premier par ceux qu'on appelle les politiciens. Elle est devenue un véritable gagne-pain. Alors, qui n'est pas d'ailleurs dégusté, alors dégoûté par l'image que donne la scène politique en Afrique. On a l'impression qu'il partant est devenu une conviction qu'on est dans une jungle, une société en conflit d'intérêts, où les protagonistes sont assoiffés de pouvoir et d'avoir. L'argent est ainsi le nerf de la guerre, un moyen de parvenir qui ne pourrait nous laisser entrevoir que des victimes. Et c'est le jour. Le politicien non intellectuel entreprend des actions, non pour servir la cité, alors, mais pour se servir. Et pour vous montrer que Cheikh Anta Diop est un politicien qui a été voulu pour servir la cité et non se servir, je vais demander, par votre demande, à notre cher professeur M. Camara, ici présent, de nous rappeler la réponse que Cheikh Anta Diop avait donnée au plan, l'après juste de sa soutenance de thèse. M. Camara, qu'est-ce que la question, qu'est-ce que vous comptez faire? Donc, à l'issue de la soutenance de sa thèse, le journaliste qui lui avait tendu le micro, après des interrogations, il dit, après avoir soutenu votre thèse, maintenant, que comptez-vous faire? Il a respiré et dit, rentrez. Rentrer définitivement en Afrique noire et contribuer à la formation des intellectuels dans les sciences humaines et les sciences exactes. Voilà. Donc vous voyez, Cheikh Anta a décidé à l'époque de rentrer définitivement en Afrique, de participer à la formation de sa jeunesse. Et nul n'est sans savoir les privilèges qu'il avait s'il jamais il restait en Occident. Mais il a choisi l'Afrique à l'Occident. Il a choisi le Sénégal à la France. C'est de cette là dont nous avons besoin. Parce que là aussi, c'est l'enseignement du grand philosophe. Le philosophe Kant, lui, la pensée kantienne, nous enseigne que tout un chacun doit agir de sorte que la maxime de ton action, de son action, puisse être érigée en une règle universelle. Alors, l'homme, parce que, qui a la charge et le devoir de diriger, doit à chaque fois qu'il adopte un comportement non éthique se rappeler la pensée de Kant. La pensée de Kant selon laquelle, à chaque fois que nous sommes tentés d'avoir un comportement non éthique, demandons-nous ce que serait la vie si chacun faisait comme nous. Demandons-nous ce que serait une société de délateurs, de profiteurs, de voleurs, de fraudeurs, de corrupteurs, d'inconscients, d'insouciants, d'indisciplinés et d'égoïstes. La liste est longue, mais la réponse est une. Ce sera sûrement une société vouée à l'échec, à la déchéance morale et peut-être à la misère intellectuelle et matérielle. Alors nous devons tous éviter ces comportements. Nous devons éviter ces comportements parce que aussi nous devons aujourd'hui dire, nous les Sénégalais et nous les Africains en général, nous n'encourageons pas les hommes de vertu, de bonne foi. Alors les politiciens dotés de probité intellectuelle qui veulent nous sortir de leur merde. Où est Cheikh Anta Diop? Où est Mamadou Dia? Où est le jeune Diallo Diop Blondin? J'ai tout à l'heure cité son frère, le nom de son frère, Ousmane Blondin Diop, qui a été au ouvrage des héritiers de l'indépendance. Alors, nos parents n'étaient-ils pas, à un moment donné, complices de leur sort? Chers frères, mes camarades, je sais, soyons déterminés, engagés pour soutenir ceux qui aujourd'hui, dans le lendemain politique, incarnent de près et de loin la vision politique de chacun.
car seul ça pourrait nous permettre de combattre sans complexe et sans faiblesse aux besoins de punir ceux qui ruinent ce pays pour les desseins, les roues blancs et les internationaux pour pas ainsi que le jusqu'à maintenant. Et si je me rappelle bien, j'avais eu l'occasion en 2019, lorsqu'on tenait une initiative au lycée de Mali, on était invités là-bas et lors de ma prise de parole, on nous parlait, ou bien on nous demandait de parler sur les problèmes de développement en Afrique. Et là, lorsque j'avais pris la parole, j'avais dit que quand on analyse, disons, les problèmes de développement en Afrique, pour les comprendre, il faut faire un petit historique. On parle ainsi comme cela le fils de Guillaume qui nous rappelle un savoir. C'est lui qui disait que pour résoudre un problème, il faut en faire l'historique. Et si nous faisons l'historique, c'est-à-dire l'historique de la relation existante entre l'Occident et l'Afrique, on peut avoir l'impression d'être, disons, dans une compétition qui est internationale. Une compétition opposant l'Occident et l'Afrique. Ainsi, dans cette compétition, l'Occident a envoyé la France pour disons qu'elle vienne le représenter, et l'Afrique à son tour a dépêché le Sénégal, qui devient maintenant alors représenter tout le continent africain. Et le match, je vous dis, c'est une compétition qui est un match de football. Le match a démarré depuis belle lurette. Le coup de sifflet a été donné depuis longtemps, mais malheureusement pour nous les Africains, pour nous les Sénégalais, nous avons eu la malchance d'encaisser 5 buts sans en avoir marqué ne serait-ce qu'un seul. Et nous sommes toujours dans le premier mi-temps. Vous voyez que donc c'est un match qui est très dur pour nous. Et puisque nous sommes maintenant ici et que le temps fait un peu défaut, et je voulais dire dans le quand le temps fait défaut, nous courons deux risques. Quand le temps fait défaut et que nous n'avons pas assez de temps, on risque soit d'escamoter le fond de notre propos ou bien d'être banal. Maintenant, pour ne pas être ni banal, ni escamoter, disons, le fond de nos propos, je vais aller en survol me résumer pour vous donner ces 5 buts que la France nous a marqués. Quand je parle aussi de la France, mes chers essais, il faut comprendre que la France n'est personne d'autre que l'Occident. L'Occident qui représente, disons, le monde occidental, face au Sénégal qui représente l'Afrique. Le premier but maintenant, c'est l'esclavage, 300 ans. Le deuxième but, c'est la colonisation, 100 ans. 100 ans de domination, 100 ans d'exécution, 100 ans de dichotomie sociale, aboutissant à l'asservissement de l'homme au mépris de l'autre et à l'autre. Le troisième but, c'est le néocolonialisme, qui n'est rien d'autre qu'une photocopie plus ou moins camouflée de la colonisation. Le quatrième but, c'est l'école. L'école où nous sommes présentement, qui est une école au Sénégal et non une école sénégalaise. Ce n'est pas une question de sémantique de contenu. Il faut que l'école soit sénégalisée. Et elle ne pourra être sénégalisée que lorsqu'on y enseignera le Sénégal. Et on y enseignera le Sénégal qu'à travers ses vertus, ses valeurs, ses hommes de valeurs et les projets morales. Maintenant, le cinquième but, et le but, disons, lorsque vous irez certainement au lycée, vous allez comprendre et étudier la classification des romans africains. Il y a ce qu'on appelle la période des romanciers de la deuxième génération d'écrivains africains, qui est composée de Ferdinand Hugo, de Patrice Emery Lumumba. Hein? Voilà, ce sont des hommes qui ont tant, durant leur séjour dans la tanière, alors déploré et dénoncé ce but. Et ce but n'est rien d'autre que la malgouvernance et tout ce qui y découle. Vous pouvez constater autant que moi qu'au Sénégal, un peu partout dans les pays d'Afrique, la justice a servi. Il y a l'instrumentalisation de la justice. L'État est assujetti. La démocratie est piétinée. La violence est exercée. L'arbitraire est imposé. Disons, les scandales et la prévarication est banalisée. Et ça, ce sont des hommes d'alors. Des hommes, disons, de 1960, qui sont nés après les indépendances, qui ont entré de se comporter d'une manière pas du tout catholique. Donc, vous savez que, vous et moi, alors on a encaissé 5 buts dans la première partie de ce match. Et je crois pouvoir déceler dans certains visages une interrogation, c'est-à-dire dès que vous dites qu'on a encaissé 5 buts dans la première partie, est-ce qu'on pourrait revenir dans le match? Parce que je vous ai dit que ça s'agit d'un match. Et moi, je vous répondrai certainement qu'on pourrait revenir dans le match. Et pour que l'on revienne dans le match, pour que l'Africain, le Sénégalais revienne dans le match, domine la seconde partie et réalise en fait ce que les Espagnols appellent le remontada. Alors, le thé de football, les garçons, ça, je peux dire. La remontada, il va falloir que l'on change de paradigme. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser à ce niveau, c'est comment l'Africain pourrait changer de paradigme. Et moi, j'apporterai comme réponse que l'Africain ne pourrait changer de paradigme qu'en copiant le degré de patriotisme de ses solides. Alors, de ces solides, quand je dis ceci, j'ai fait allusion, disons, à Nelson Mandela, du pays des hommes intègres, à Kouama, à Kadhafi, à Nasser, mais aussi à Patrice Emery Lumumba,
à notre cher capitaine au bonnet rouge Thomas Sankara, mais aussi j'ai fait allusion à l'international, à l'Africain, au Sénégalais, au Djobélois, à l'enfant de Kétou, le fils de Moussa Massassou Diop et de Maguette Diop. Cette lumière qui est apparue le 29 décembre 1923 et s'est éteinte le 7 février 1986. Celui qui, une fois en France, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Kamara, dit que je décide de retourner en Afrique pour participer à la formation de la jeunesse. Vous savez, vous et moi, mes chers frères et sœurs, il est temps que nous nous abreuvions des œuvres de Charles pour porter le flambeau, redorer le blason et en faire poser des actes positifs qui vont nous permettre de sortir de notre continent de leur terre. Merci de votre attention.